Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, moi, je sais pas, hein, mais ce monsieur, il est vraiment vendu tellement, il est tellement vendu moins cher que il, il, il a. Bon, je crois que celui-là, il n'y a pas, il y a pas de nom pour lui parce que, vous voyez, j'ai même pas de parole, pour, de qualification, d'adjectif pour le qualifier, quoi. C'est vraiment difficile de, de comprendre que, c'est vraiment difficile de comprendre que un Ivoirien qui lutte à tous les coups pour enflammer, je peux dire, ou mettre le feu dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que il pense un instant en voulant protéger ou bien même lutter à ce que ce dernier, ce voleur, ce vieux grigou-là reprenne le pouvoir? Il a passé un instant, mais moi, la seule question que je me pose, la liste électorale, la CEI que tu diriges, avec toutes les fraudes, toutes les fraudes que toutes les fraudes qui ont survenu dans cet institut, est-ce que tu as quand même pensé un instant les conséquences de tous les actes que vous avez posés, tous ces actes que vous avez sémés de là, du quoi et là, par-ci, par-là, ou bien, comment je peux appeler ça? Mais c'est grave parce que 8 465 000 personnes, ou bien combien là que je n'ai pas bien noté, mais cette liste-là, ces 8 millions-là, si tu vas voir, il n'y a seulement que 2 millions d'Ivoiriens dedans. Tout le reste, parce que le contrôle qu'a effectué Madame Maître Abiba Touré, il y a 6 millions de fraudeurs sur la liste électorale. Donc, si on fait bien le calcul en mathématiques, 8 moins 6, il va rester 2. Donc, c'est comme si c'est 2 millions d'Ivoiriens qui vont voter. Et les 6 millions d'étrangers qui sont sur la liste, là, on fait quoi avec eux? On fait quoi avec eux? Pourquoi ils sont là? C'est pour mettre le feu dans cette Côte d'Ivoire-là. Et vous parlez de choses, comment on appelle ça? Du ras-le-bol de M. Laurent Gbagbo qui dit: si vous voulez de la bagarre, nous allons faire la bagarre. Parce que c'est absurde de comprendre que quelqu'un qui n'a pas volé, quelqu'un qui n'a pas perdu ses droits civiques, ne peut pas figurer sur une liste électorale de son pays. Surtout la liste électorale présidentielle. Mais je ne sais pas si ça tourne bien, mais vous dites que le monsieur a eu un problème de justice. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas le mettre sur la liste. Qu'il est condamné en 20 ans de prison. Mais moi, quelqu'un qui est condamné à 20 ans de prison, moi je crois qu'il doit se retrouver en prison. Mais ce n'est pas le cas.
Ce qu'on voit, c'est que le monsieur, il est dehors, il fait des meetings, il se promène, il fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Mais vous, ça ne vous dit rien. 2 poids 2 mesures, mais ça ne vous dit rien. Et vous continuez, vous vous appuyez sur ça pour ne pas le mettre sur la liste électorale. Mais lui, il vous dit, il en a assez. Donc, comme vous ne voulez pas, vous insistez à vouloir mettre, comment on appelle ça, à le mettre dehors de cette liste-là, mais c'est de la bagarre vous cherchez. C'est comme si tu viens, tu marches sur le pied d'une personne sans te vouloir t'excuser et tu l'envoies balader. Pour dire quoi? Tu t'en fous de sa personnalité, tu t'en fous de son être. Ah, ouais, mais c'est de la bagarre tu cherches. Et c'est la même chose, monsieur Koulibaly. Ok. Comme tu parles de liste, moi je vais te faire écouter Madame Abiba Touré qui va te parler. Ok? On va te mettre Abiba Touré. 431 électeurs sur toute l'étendue du territoire. Et donc, cette révision nous a permis d'avoir autant de citoyens inscrits sur la mais bien de 6 millions d'irrégularités et de fraude électorale. Ce n'est pas une coquille, c'est une alerte démocratique. Ces anomalies sont bel et bien présentes sur la liste électorale provisoire de 2025. En 2023, elles concernaient un peu moins de 3 millions d'électeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2 ans, le chiffre a doublé. Et ce n'est pas une estimation hasardeuse. Ces données viennent du fichier officiel transmis par la CEI elle-même. Alors que s'est-il passé entre-temps? Ce n'est clairement pas le fait des électeurs, car seulement environ 600 000 personnes ont sollicité une modification de leurs données personnelles. Il est donc mathématiquement impossible que 3 millions de citoyens aient soudainement oublié l'identité ou la date de naissance de leurs parents en 2 ans. Autrement dit, la manipulation du fichier électoral ne vient pas des électeurs, mais bien de l'intérieur de la CEI. Et c'est à elle de s'expliquer. On ne parle pas ici d'un vieux fichier bricolé en 2011. C'est pas ça. On parle d'un fichier manipulé entre 2023 et 2025, à une époque où la CEI disposait pourtant de tous les moyens technologiques, humains et financiers, notamment un budget de 27 milliards de francs CFA pour faire un travail propre et rigoureux. La commission électorale indépendante est consciente de l'importance et de la délicatesse de sa mission qui lui a été confiée par le constituant et le législateur, et de son impact sur la paix et la cohésion sociale. En conséquence, son objectif est de produire, conformément aux dispositions légales, une liste électorale propre et crédible pour un processus électoral transparent et fiable, gage d'élections apaisées pour la stabilité et le développement de notre cher pays. Alors non, la CEI ne peut pas se cacher derrière les failles du passé pour excuser ses fautes présentes. Les faits sont là, les chiffres sont là, et la responsabilité est clairement identifiée. Qui a fait le plus d'enrôlés sur la liste électorale de nos concitoyens. Voilà. Alors, combien de nouvelles inscriptions? Nous avons près de 715 nouveaux inscrits sur la liste électorale. Alors que vous en attendiez combien? Mais nous, on attend toujours tous ceux qui souhaiteraient venir s'inscrire sur la liste électorale. Vous aviez un chiffre quand même, une estimation? Non, mais vous savez, aujourd'hui, au dernier recensement, on nous a dit que la population électorale s'élevait à 12 500 000. Et aujourd'hui, nous avons 8 727 000. Il y avait un gap de 3 millions à 4 millions à aller chercher. Mais la commission électorale indépendante n'a pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Nous mettons à la disposition des citoyens le mécanisme pour les inscrire sur la liste électorale. Mais la volonté de venir s'inscrire relève d'eux-mêmes, puisque l'inscription sur la liste électorale est un acte libre et volontaire. Donc on ne saurait prendre pour responsable la commission électorale indépendante pour une défection de la population vis-à-vis de l'inscription sur la liste électorale. En tout cas, nous avons mis tous les moyens et nous pensons que nous avons enrôlé quand même le maximum de citoyens aujourd'hui. Nous sommes à près de 700 000, je crois que c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord. Certains candidats déclarés affirment avoir été retirés de la liste. Oui. Il y en a qui n'y ont pas figuré depuis la liste provisoire. On va y aller au cas par cas, Monsieur le Président. Oui. Pourquoi, par exemple, il n'est pas sur la liste Monsieur Tidiane Thiam?
Alors, cette façon de prendre le problème peut laisser entrevoir que les actions sont ciblées. Non. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la révision de la liste électorale a 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est d'inscrire les citoyens qui le désirent et qui en remplissent les conditions sur la liste électorale. D'accord. Quelles conditions il ne remplissait pas, M. Thiam? Je viens. D'accord. L'article 6 dit que la liste électorale est mise annuellement à jour par la commission en charge des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ces mutations sont au nombre de 3, comme je l'ai dit. Il y a donc la volonté pour ceux qui viennent d'être majeurs ou qui décident de s'inscrire sur la liste électorale. Donc l'enrôlement des nouveaux. Ensuite, il y a l'actualisation des données personnelles de ceux qui sont déjà sur la liste électorale. Et puis enfin, il y a le cas où, bien qu'étant sur la liste électorale, le citoyen ne mérite plus d'y être, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il est déchu de ses droits civils et politiques. Voilà les 3 objectifs de la révision de la liste électorale. Alors, quand vous ne remplissez plus les conditions pour être sur la liste électorale, il revient à la commission électorale indépendante de vous sortir de cette liste. Cette sortie peut être définitive quand vous êtes décédé et elle peut être momentanée quand vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Et à l'expiration de l'événement qui justifie votre radiation, mais vous revenez sur la liste électorale. Alors, pour revenir à votre question, comme bien d'autres, le président Thiam a été retiré de la liste électorale par les soins de la commission électorale indépendante, mais sur ordre de la justice. C'est bon de le savoir. Alors, à l'occasion de cette révision, nous affichons la liste provisoire pour permettre à la population d'auditer cette liste en y retirant, bien entendu, ou relevant à l'endroit de la commission électorale toutes les irrégularités qui peuvent y être contenues. C'est ainsi qu'un certain nombre de nos concitoyens ont saisi la commission électorale indépendante pour demander à celle-ci de radier le président Thiam de la liste électorale. Or, l'article 3 du Code électoral prescrit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, jouir de ses droits, il faut avoir 18 ans, ivoirien, jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Et le décret qui vient en application de cette disposition prescrit que pour s'inscrire, il faut que l'électeur soit détenteur d'un titre d'identité, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Mais en accord avec les partis politiques, on a, en plus de la carte d'identité, permis aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale avec un certificat de nationalité. Ce faisant, M. Thiam, s'étant inscrit en 2022 avec un certificat de nationalité, remplissant ainsi les conditions, ne pouvait voir sa situation radiée de la liste électorale parce que conforme au code électoral. C'est pour cette raison que cette requête, quand elle nous est parvenue, immédiatement, nous n'avons pas fait droit à celle-ci. Alors, compte tenu du code électoral, les décisions de la commission électorale indépendante en matière de contentieux de la liste électorale sont susceptibles de recours devant les juridictions. C'est ainsi que ces personnes-là, ces requérants, ont saisi le tribunal pour demander comment on appelle ça, au tribunal de radier M. Thiam de la liste électorale, motif pris de ce que le certificat de nationalité sur la base duquel il a été inscrit ne relatait pas la réalité de l'intéressé, étant entendu que celui-ci, au moment de son inscription, avait cessé d'être ivoirien. Alors, le tribunal a fait droit à leur requête et a ordonné à la commission électorale indépendante de radier M. Thiam de la liste électorale. Et ce faisant, la commission s'est exécutée parce que c'est ce que la loi demande et nous avons radié M. Thiam de la liste électorale. Parce que donc, M. Thiam ne remplissait pas les conditions qui étaient celles relatives à la nationalité. Écoutez l'avocat de M. Thiam. Comme ça, vous voyez la différence. Vous allez juger vous-même et tirer une conclusion de la mascarade faite par Cubière. Nous, on n'est pas... tout est factuel.
Il n'y a pas à discuter sur quoi que ce soit. Tout est factuel. 48 pose un principe. Du Code de la nationalité. Du Code de la nationalité pose un principe. Mais ce principe-là, il faut le rendre effectif par une procédure judiciaire qui prend 1 an, 2 ans de procédure parce que ça part de la première instance jusqu'à la Cour de cassation. Et nous sommes en matière d'état de personne. Les procédures en matière d'état de personne sont suspensives. C'est-à-dire que même si le tribunal rend une décision contre vous, le délai pour qu'on vous notifie la décision suspend la décision. Quand on vous notifie la décision, vous avez 1 mois pour faire appel, ça suspend encore la décision. Quand vous faites appel, ça en suspend encore la décision. Et quand on rend une décision à la cour d'appel au bout de 6 mois ou 1 an, cette décision, quand on vous la notifie, le délai suspend encore la décision. Et quand vous faites votre pouvoir en cassation, c'est encore suspendu. Donc vous êtes toujours dans vos droits jusqu'à ce que la Cour de cassation rende une décision définitive. Donc dans le cas d'espèce, et pour revenir à la note explicative du ministre de la Justice en décembre 2024, tant qu'il n'y a pas eu de décision faite conformément à l'article 83 et 84 du Code de la nationalité qui vous a fait perdre définitivement la nationalité au bout d'un processus qui est parti de la première instance en passant par la Cour d'appel jusqu'à la Cour de cassation, vous êtes toujours ivoirien. Et le ministre dit il est interdit aux administrations de refuser de délivrer des titres ou des documents de nationalité ivoirienne aux personnes concernées tant qu'ils n'ont pas cette décision définitive-là. Et si le fond, c'est une entrave à la loi, est frappée d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on... Sur la liste. Mais parce que ça, c'est pas aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par une décision de justice le privant de ses droits civils et politiques. Et il est bon que je précise. Certains nous ont dit, mais Monsieur le Président, vous avez décidé de radier, la commission électorale s'entend bien sûr, a décidé de radier le président Gbagbo de la liste électorale, alors que la décision qui le condamne ne contenait pas une décision ordonnant la déchéance de celui-ci de ses droits civils et politiques. Là, il faut préciser que la déchéance des droits civils et politiques est consécutive à 3 cas. Soit le juge prononce une décision de déchéance des droits civils et politiques, soit le législateur lui-même dit que lorsqu'un citoyen commet une infraction, cette infraction emporte déchéance des droits civils et politiques, ou encore des sanctions. C'est-à-dire, lorsque le juge prononce une sanction, cette sanction emporte automatiquement la déchéance des droits civils et politiques. Le cas du président Gbagbo, poursuivi pour les faits de vol ou complicité de vol, se retrouve dans le cas prévu par l'article 4 qui dit « ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment pour avoir commis un crime. Qui vous commettez un crime, le juge n'a pas besoin de vous déchoir de vos droits civils et politiques. La sanction du crime emporte déchéance des droits civils et politiques parce que vous êtes frappé d'incapacité. Ou toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur, etc. Lorsque vous commettez de tels faits, tels que le Code le prescrit, automatiquement, vous êtes déchu, vous êtes frappé d'incapacité. Mais quelle est la conséquence de l'incapacité? L'incapacité ou l'indignité vous retire la qualité de l'électeur. Or, c'est cette qualité, par votre inscription sur la liste électorale, qui vous donne le droit de voter et d'être candidat. Alors, quand on vous arrête, quand on vous arrache cette qualité, vous êtes frappé d'indignité et la conséquence, vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Voilà le cas de Gbagbo et c'est pour cette raison que dans la décision du président Gbagbo, il n'est pas mentionné effectivement qu'il est déchu de ses droits civils et politiques parce que l'infraction emporte déchéance des droits civils et politiques le concernant. Et il n'est pas seul dans ce cas. On a aussi les... Voilà un magistrat, un homme de droit qui aurait pu être un sage de ce pays, être un illustré magistrat que tout jeune prendrait référence sur ce monsieur. Mais il a été aveuglé par la magicratie. Il a été aveuglé par le remplissement de sa poche
Ce qui fait qu'il a oublié son titre de magistrat et il ne fait que dire des énormités dans le droit. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur ne dit plus le droit, mais dit seulement que de l'argent, empocher seulement de l'argent. Une manière de rectorer un peu, lui s'est dit, parce que c'est quand même un brillant magistrat qui est là, qui parle. Mais moi, je vais contredire ce qu'il vient d'annoncer actuellement par les dires de monsieur Dadier Rodrigue. Maître Dadier Rodrigue, c'est un magistrat. Bon, c'est un avocat. Il a toujours dit que je suis un avocat. Ok, un jeune avocat, comme il le dit, un jeune avocat qui va le contredire. Donc, regardez bien la vidéo, vous allez comprendre. Donc, moi, je préfère faire les trucs comme cela. Et excusez-moi juste un instant. Voilà Maître Dadier qui va vous préciser, donner des précisions sur le cas Gbagbo. Lui, il n'est pas avocat de Gbagbo. Il n'est pas avocat de M. Laurent Gbagbo. Il n'est même pas, même de près, être dans le contexte, je peux dire, des avocats de Gbagbo. C'est un hors. Il est hors du circuit de M. Laurent Gbagbo. Donc, si ce monsieur arrive à pouvoir dire le droit, à pouvoir dire cette vérité-là, ça veut dire quelque part que les choses sont claires. C'est une manigance politique qui se met en place pour éliminer M. Laurent Gbagbo. Donc, on comprend tous. Donc, quand ce monsieur vient parler de choses, comment on appelle ça, du parrainage, et qu'il y a certaines personnes qui sont éliminées et qu'on ne peut pas les accepter, rentrer, se sortir là, c'est du pépin. Hein? Vous voyez ça? Donc, moi, je vais vous faire écouter M. Dadier, et puis vous allez voir, comment on appelle ça, la vérité. Sont précises. M. Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCEAO. La BCEAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCEAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCEAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Maintenant... Là, vous comprenez le fond du problème. Ce n'est plus un problème de justice, mais c'est un problème politique. Ça, c'est crié, surtout les médias, on parle de ça, que c'est politique, c'est politique, c'est politique. Mais, je dis bien mais, du moment où vous savez que cela empêche certaines personnes, certains Ivoiriens, de pouvoir élire leur candidat, bon, disons, voter leur candidat, élire leur candidat, je pense bien que cela prive de droits civiques à certains Ivoiriens. Alors, pourquoi insister à vouloir continuer cette mascarade, continuer je sais pas, ce problème politique, continuer dans ce sens, surtout que à la fin de toutes ces manigances-là, ça va envoyer, ça va enflammer, ça va apporter une révolution, disons pas tant dans le terre-à-terre, comment je peux appeler ça, une manifestation qui peut se transformer en révolution, qui peut se transformer en guerre civile. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, par rapport à ça, évitons d'en arriver là. Évitons d'en arriver là.
C'est des trucs qu'on ne peut pas se permettre de... comment je peux appeler ça? On ne peut pas se permettre de continuer dans ça. Voyons. Ok, on va écouter encore M. Cubière. Qui ont été déchus de leurs droits civils et politiques se retrouvent dans ce cas. Mais M. Diaby, je souhaiterais que on n'en fasse pas une focalisation sur ces différents cas. Est-ce que selon vous, avec tous ces exclus de la liste électorale, est-ce que selon vous, cette élection peut être considérée comme inclusive? Ah, vous savez, dans un premier temps, conformément aux dispositions du Code et puis de la loi portant organisation de la Commission électorale indépendante, la Commission, en tant qu'arbitre, n'a pas à se préoccuper du nombre de candidats. La préoccupation de la Commission électorale, c'est de faire de sorte que ceux qui sont candidats soient électeurs. Et pour être électeurs, et qu'ils en remplissent les conditions, étant entendu que les conditions d'éligibilité relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. Donc, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qu'il y a peu ou pas de candidats. Ceci étant dit, j'entends ça et là qu'une élection où cette élection se doit d'être inclusive. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une élection, par essence, ne peut jamais être inclusive. Pourquoi? Mais parce que l'élection est une compétition. Et une compétition, elle est exclusive. Elle vous sort quand vous ne remplissez pas les conditions de la compétition. Quand le législateur dit il faut avoir 18 ans pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui en a 17 exclu. Quand le législateur dit qu'il faut être ivoirien pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui n'est pas ivoirien est exclu. Quand le législateur dit qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques, quand vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, mais vous êtes exclu. Donc aucune élection, M. Diaby, dans le monde entier, est inclusive. D'ailleurs, je vais vous expliquer que cette notion, elle est venue il y a 20 ans, elle vient des organisations internationales qui en sont... Non, Cubière, tu nous prends pour des cons ou bien? Tu nous prends pour des cons, excuse-moi. Hein. Quand on dit exclusive, là, ça veut dire ceux qui ont vraiment, qui remplissent les conditions, c'est de ceux-là qu'on parle, pour ne pas que on exclut quelqu'un qui remplit les conditions, mais qu'on le mette dehors par principe politique. Ce que vous avez fait là, c'est du sang, on parle. C'est pas quelqu'un qui a peut-être, qui n'a pas l'âge de candidater, ou bien qui n'a pas l'âge de voter, ou bien qui n'est pas ivoirien, ou bien même qui manque des pièces, ou bien même, voilà, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, vous nous prenez pour des cons ou bien? Vous nous prenez pour des cons. Mais vous aussi, même si vous êtes juriste, vous ne pouvez pas contourner la loi comme ça. Mais que bien. Même un enfant de CP, tu lui dis ça, il ne va pas croire. Parce que, quand on dit inclusive, on parle des acteurs politiques. On parle des acteurs qui compétissent à cette élection-là. Parce que si tu te lèves, par exemple, M. Laurent Gbagbo, tu veux compétir et remplir les conditions et que vous l'exclusez, c'est normal qu'on dise que ce n'est pas inclusif. C'est normal qu'on dise que, comment on appelle ça, vous devez faire une élection inclusive, pas exclusive. Exclure des gens comme ça, c'est flagrant, c'est quelque chose, ça saute à l'œil, vous le faites là. On poursuit, parce que ce monsieur... avait considéré que certains citoyens, bien que jouissant de leurs droits civils et politiques et remplissant toutes les conditions pour exercer leurs droits civils et politiques, ne le faisant, il fallait les intégrer. Il s'agissait de nos parents handicapés, les malvoyants, les malentendants et ceux qui ont une mobilité réduite. Mais voilà des citoyens. Le Code ne dit pas que parce qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas être électeur. Le Code ne dit pas parce qu'on ne parle pas on ne peut pas être électeur. Le Code ne dit pas parce qu'on est handicapé physique
la mobilité réduite qu'on ne peut pas être électeur. Alors, mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas inscrites sur la liste électorale ou bien on ne donne pas la possibilité à ces personnes d'exercer leurs droits civils et politiques? Ce faisant, la communauté internationale a donc demandé à ce que ces personnes soient intégrées au système électoral. C'est-à-dire que quand on fait nos bureaux de vote, il faut tenir compte de ceux qui sont handicapés. Quand on édite nos bulletins, il faut faire de sorte que les personnes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas ou qui ont un handicap quelconque les empêchant de voir la situation normale, de pouvoir exercer ce droit. C'est donc ça l'inclusion. C'est ça l'inclusion. Leur intégration dans le processus électoral a été appelée l'inclusion de ces personnes. Mais aujourd'hui, de là à étendre cette inclusion aux personnes décalées parce que ne respectant pas les dispositions du code électoral, il y a un grand pas. Il n'y a aucune élection qui soit inclusive. Par principe, l'élection est exclusive. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à moins de 5 mois de ces élections tant attendues par les Ivoiriens. Oui. Et une partie de la classe politique continue donc de dénoncer cette liste électorale qui est pourtant un élément clé de ce processus électoral. Est-ce que vous, en tant que président de la CEI, cela vous inquiète? Non, pas du tout. Vous savez, tout se trouve dans le code électoral. La loi dit que chaque année, il faut réviser la liste électorale. Mais cette révision consiste pour la population, à l'occasion du contentieux de la liste électorale, de permettre à celle-ci de dénoncer à la commission électorale indépendante, preuve à l'appui, des éléments d'irrégularité. Et ce faisant, nous la nettoyons. Qui, selon elle, défie un peu la science quand même. Oui. Des mères, des enfants qui seraient plus âgés que leurs parents, des mères qui seraient mères de plus d'une centaine d'enfants, ce sont des données quand même qui défient la science. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oh, vous savez, beaucoup disent, bon nombre de citoyens disent des choses qui ne sont pas forcément prouvées. Mais l'audit, le contentieux, c'était l'occasion pour eux de venir devant la commission électorale indépendante pour dire voici, en respectant les règles de procédure. Parce que le code dit que quand vous dénoncez une irrégularité, il faut en avoir la preuve. Il ne suffit pas de venir trouver des homonymies sur une liste électorale et déclarer à la ville et au monde qu'il y a des irrégularités. Mais ceci étant dit, il se peut faire qu'il y ait des irrégularités sur la liste électorale. Mais ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Diantre. Il faut que ça soit clair, ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Elles ne sont pas... Voilà ce que Kubier dit. Et voilà la contradiction de ce qu'il vient de dire là. Mais ça prouve que c'est un vrai menteur parce que le PPACI a déjà fait des requêtes, mais ça n'a jamais eu suite. La bonne dame, Maître Abiba, va le démontrer. Et ça a été toute l'opposition a fait une requête de cette irrégularité en parlant de contentieux. Ils n'ont jamais donné de réponse, ils n'ont jamais voulu accepter le dialogue, ils n'ont jamais voulu entendre raison. Alors, de quoi on parle quand vous venez vous pavaner sur le plateau? Écoutons Maître Abiba qui va bien préciser cette situation parce que c'est quand même pas quand même écœurant d'entendre cet illustre juriste mais qui ne vaut même pas le nom illustre. Mais il n'est même pas digne de ce nom. On peut pas l'appeler illustre. On ne peut pas l'appeler comme ça. Bon, écoutons Maître Abiba, elle va vous préciser. Exactement ce que le PPACI a fait. Dès 2023, nous avions relevé près de 3 millions d'irrégularités que nous avions documentées et transmises à la CEI, notamment lors de notre dénonciation officielle du 14 juin 2023. Nous ne nous sommes pas arrêtés
à juste faire des conférences de presse ou à vous dénoncer. Évidemment que nous avons pris le soin d'informer la CEI, nous avons pris le soin d'aller à la rencontre de la CEI, de leur remettre tous les éléments que nous avions relevés pour échanger avec elle. Nous l'avons fait. Souvent j'entends que le PPACI parle beaucoup, mais pourquoi ne fait-il pas des réclamations? Nous l'avons fait. Et la CEI ne pourra jamais contester cela, et d'ailleurs elle ne le fait pas. Elle laisse évidemment ses partisans qui s'assimilent à ceux du RHDP prétendent le contraire, mais elle le sait, nous l'avons bien fait, et cela dès 2023. Et malgré cela, la CEI n'a rien fait. Elle a laissé toutes ces irrégularités intactes. Pire, en 2025, ces irrégularités ont doublé. Donc oui, nous avons dénoncé ces anomalies et nous continuerons à les dénoncer, mais le vrai problème est ailleurs. La CEI refuse d'agir. Autre difficulté, même quand un citoyen veut faire une réclamation, il se heurte à un mur administratif. Prenons un exemple que vous pourrez comprendre. Imaginons que votre voisin est décédé, mais vous voyez son nom toujours inscrit sur la liste électorale. Vous voulez demander sa radiation? Très bien. Mais la mairie ne vous donnera jamais son acte de décès. C'est normal. Vous n'êtes pas un membre de la famille. Et sans acte de décès, votre réclamation sera rejetée. Le comble, c'est que la CEI, elle peut légalement demander ce document à la mairie. La loi lui donne ce pouvoir, mais elle refuse de le faire. Résultat, des milliers de morts restent inscrits, non pas par erreur, mais par refus volontaire de la CEI d'utiliser les moyens légaux mis à sa disposition. Et puis, effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes, qui sont mortes, effectivement, sur la liste électorale. Maintenant, pourquoi vous cherchez une preuve? Comment? Pourquoi vous cherchez une preuve? Merci beaucoup. Pire encore, dis-je que les citoyens fournissent des preuves que seule l'administration détient tout en refusant d'ouvrir un audit indépendant de son propre fichier. C'est donc un double verrou. On empêche les citoyens d'agir et on refuse de faire le travail que la loi impose. Voilà comment on fabrique un fichier électoral suspect, non fiable et dangereux pour la démocratie. Deuxième question. Vous voyez, le monsieur, il est dit bel et bien ici. C'est pas la CEI d'aller faire cette réclamation, c'est d'aller faire ceci. Mais c'est la même chose, Maître Habib a dit. C'est-à-dire, la CEI refuse complètement de régler cette irrégularité sur la liste électorale. Parce que des gens qui ont perdu, pas perdu, des gens qui sont décédés, qui se retrouvent sur la liste électorale qu'on dénonce, la CEI qui a 27 000 milliards de francs pour pouvoir résoudre ces genres de problèmes, n'est pas capable de se mouvoir afin de pouvoir régler ce problème-là. Mais, en fin de compte, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que cette élection déjà est truquée. Cette élection, on sait qui est le gagnant, on sait qui sera le président, on sait qui... C'est-à-dire que on voit déjà la fin du film. Voilà. On voit déjà la fin du film. Mais c'est pas grave. On continue dans tes mensonges. Électorale indépendante. Diantre. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Elles ne sont pas nombreuses aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme partout d'ailleurs. Les familles où il n'y a pas de gens qui ont utilisé les extraits de naissance des uns et des autres. Mais quand vous utilisez un extrait de naissance qui n'est pas le vôtre, mais les parents qui sont indiqués dans cet extrait de naissance deviennent les vôtres, y compris le vrai propriétaire. Alors si vous êtes 50 à utiliser, mais les parents là ont 50 enfants. Mais ce n'est pas à la commission électorale indépendante qu'on établit la liste, le fichier de l'état civil. Mais c'est l'usage frauduleux qu'on fait des actes de l'état civil qui apparaît sur la liste électorale. Donc on ne peut pas imputer cela à la liste, comme on appelle à la commission électorale indépendante. Mais ceci étant dit... Mais tu es con. Attends. Mais... Attends. Mais... Je ne comprends pas. Attends. Donc, si des gens qui utilisent des extraits de naissance des familles, qui utilisent des extraits de naissance d'un frère, d'un cousin, d'un soeur, pour faire des documents, et que cela a été fait, mais je crois que
cela doit être vérifié. Cela, on vous a mis à disposition tous les moyens nécessaires pour pouvoir résoudre ces genres de problèmes. Donc, si cela ne va pas à l'avantage de ton mentor, moi je pense bien que c'est un problème à résoudre. Parce que si tu le dis toi-même clairement que il peut y avoir, il y a ces genres de cas dans cette liste électorale, je pense bien que la commission électorale doit s'acquérir de ça et faire preuve de maturité afin de pouvoir nettoyer cette liste électorale. Sinon, monsieur, quel est votre rôle? Quel est votre rôle? Mais je ne comprends pas. Même un nouveau-né ne peut pas accepter ça, monsieur. Continuons. Conscient de ce que les données alphanumériques pouvaient être erronées parce que l'état civil n'était pas bien tenu, nous avons inséré en 2010, 2008, 2009, 2010, la biométrie qui vient, conformément à l'article 7, exiger les empreintes digitales et la photo. De sorte que si vos données alphanumériques, c'est-à-dire nom, prénom et filiation, sont insuffisantes ou erronées, mais votre visage, il est unique. Vos empreintes sont uniques. Donc, la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays à utiliser la biométrie dans sa liste électorale. Donc, pour nous, l'inquiétude ne mérite pas d'être. C'est dommage qu'il y ait des erreurs matérielles dans le nom des gens, mais ce n'est pas dramatique parce que nous avons quand même la biométrie qui permet de corriger ces irrégularités. Parce que l'objectif d'une élection, c'est la sincérité du vote. La sincérité du vote qui se définit comme étant la concordance entre ce que le peuple a voulu et ce qui transparaît dans les résultats. Donc si une personne ne peut pas voter à la place d'une autre, mais la sincérité, comme on appelle, du scrutin est assurée. C'est ça l'objectif de la biométrie. D'accord. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que la révision de la liste... Attendez, hein. On va apporter une contradiction à ce qu'il vient de dire. Voilà Maître Abiba qui va pouvoir nous donner des éclaircissements sur ce qu'il vient de dire. Écoutons-la attentivement. Incroyable. Regardons de près cette liste qui a coûté plus de 27 milliards aux contribuables ivoiriens. Première chose, la CEI ne respecte même pas la loi. Selon l'article 2 de la loi du 9 octobre 2001, la CEI est chargée de gérer les fichiers électoraux, de mettre à jour la liste électorale chaque année et surtout établir une liste électorale fiable, juste et complète. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait et pourtant la loi lui donne tous les outils nécessaires. L'article 4 lui permet de demander toute information utile aux mairies, aux sous-préfectures, aux tribunaux, aux hôpitaux, etc. Personne ne peut rien lui refuser dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Personne. La loi va même plus loin puisque l'article 7 du Code électoral impose que la liste contienne toutes les informations essentielles pour identifier clairement chaque électeur et limiter les fraudes. On donne donc à la CEI 27 milliards pour qu'elle fasse ce travail. On lui donne les moyens de le faire sérieusement. Et qu'a-t-elle fait concrètement? 2 lettres. Une au ministère de l'Intérieur pour demander la liste des personnes décédées et l'autre au ministère de la Justice pour avoir la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Et puis, plus rien. Mais vraiment plus rien. Aucune vérification poussée, aucun croisement avec l'ONESI, aucune enquête sérieuse. Résultat, plus de 6 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale sans y avoir droit. C'est le double du chiffre de 2023. Ce chiffre représente environ 70% des électeurs de la liste électorale provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que nous avons une liste électorale où plus de 6 millions d'électeurs prétendent ignorer l'identité de leur père, de leur mère, voire même des deux. Ou encore, ils prétendent ignorer la date et le lieu de naissance de leurs parents. Ou encore, ils prétendent partager avec des centaines et des milliers d'électeurs les mêmes parents.
Le pire, c'est que sur la liste électorale de 2023, certains d'entre eux déclaraient que leurs parents étaient nés le 1er janvier 1900, ou du moins, ils déclaraient une date de naissance. Et puis tout d'un coup, en 2025, si on en croit la liste électorale qui nous a été présentée, ils prétendent maintenant ignorer la date de naissance de leurs parents. Qu'est-ce qui explique cette volte-face? Qu'est-ce qui explique qu'en 2023, ces électeurs avaient pour leurs parents comme date de naissance 1er janvier 1900, et puis tout d'un coup, en 2025, pour la date de naissance, il apparaît indéterminé, non précisé ou rien du tout. Ces personnes sont-elles venues dans le cadre de la révision de la liste électorale pour déclarer qu'elles ignorent maintenant la date et le lieu de naissance de leurs parents, ou est-ce que des modifications sont intervenues à leur insu? La question reste posée. Nos investigations nous amènent à penser qu'il y aurait eu une manipulation sur la date de naissance des parents de ces électeurs entre la liste électorale de 2023 et celle de 2025. Mais nous reviendrons sur ce sujet plus tard dans une autre vidéo. Mais alors, on a quand même une simple question. La CEI est-elle ignorante de ses missions fixées par la loi ou choisit-elle de les ignorer? Mais dans tous les cas, c'est le peuple qui paye et il le paye très cher. Passons à l'usurpation d'identité. Nous avons identifié 7853 cas d'électeurs inscrits de façon frauduleuse sur la liste électorale de 2025. Ces personnes utilisent les mêmes noms, prénoms, date de naissance et parfois même les mêmes parents que d'autres électeurs. Même père, même mère, même date et lieu de naissance. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est du copier-coller d'identité en fait. Et ce n'est pas nouveau. On avait déjà vu ça en 2023. À l'époque, il y avait 6047 cas documentés, mais loin d'avoir corrigé le problème, la situation s'est aggravée. En 2025, ce sont 7853 cas d'usurpation, une hausse de plus de 1800 cas. Mais le plus inquiétant, c'est que la technique de fraude a évolué, elle s'est améliorée. Pour la rendre moins visible, les fraudeurs ont trouvé une astuce. Ils inversent simplement le nom et le prénom de la personne dont ils volent l'identité. Regardez, nous avons ici un électeur dénommé Mori Bakayoko, né le 1er janvier 1990 à Nyokoso, fils de Bakayoko Sori et de Dosso Monfla. Et il y a un autre électeur, dénommé lui aussi Bakayoko Mori, né le 1er janvier 1990 à Nyokoso, fils de Bakayoko Sori et de Dosso Monfla. C'est la même identité, dupliquée et maquillée. Et pendant ce temps, la CEI valide tout ça. Pas de vérification, pas de filtre, pas d'alerte. C'est simple. En Côte d'Ivoire, on ne se contente plus de voler des votes. On vole les identités en toute impunité. Il suffit d'inverser un prénom et un nom pour créer un nouvel électeur, à partir d'une identité déjà utilisée, et ça n'a pas l'air de déranger la CEI. Autre découverte choquante qu'on a pu repérer sur la liste électorale, des parents dont la nationalité a été modifiée. Il s'agit en fait d'électeurs inscrits sur la liste électorale avec des parents prétendument ivoiriens, alors que leurs actes de naissance racontent une toute autre histoire. Vous avez par exemple Adama Traoré. Lui, il est inscrit comme électeur. Ses parents seraient nés à Kong en 1900. Donc, j'attire votre attention sur ce point. Ses parents sont nés à Kong, selon la CEI, en 1900. Donc, ils auraient 70 ans. Ils auraient eu 70 ans à sa naissance. Déjà là, vous voyez bien qu'il y a un problème. Ses parents n'ont pas pu le mettre au monde à 70 ans. Mais bon, passons, avançons. Regardez son acte de naissance maintenant. Sa mère est en réalité née en 1930, pas en 1900. Et surtout, ses deux parents ne sont pas nés à Kong, mais à Bougouni, au Mali. Donc non seulement on nous présente des âges impossibles, mais en plus l'origine des parents est totalement modifiée. Pourquoi c'est grave ? Eh bien parce que la nationalité ivoirienne est une condition pour être électeur, c'est logique. Et ici on constate clairement que des personnes ont été inscrites sur la base de fausses informations, pour faire passer des électeurs d'origine étrangère comme étant ivoiriens de naissance. Et ce n'est pas un cas isolé. Rien qu'à Dabou, il y a eu près d'1 millier de cas comme celui-ci qui ont été détectés. Imaginez ce que ça doit être à l'échelle de tout le pays. Et pendant ce temps-là, la CEI, elle ferme les yeux. Ou alors, elle fait semblant de ne rien voir. Mais la CEI ne s'arrête pas là. Elle va continuer de nous surprendre encore. On a découvert des cas hallucinants d'électeurs qui sont plus âgés que leurs propres parents. Voici quelques exemples qu'on ne voit même pas dans les films d'action ou de science-fiction. Niaba Olivia, qui est née le 3 février 1999 et dont le papa est né le 1er février 2001. Oui, 2 ans plus tard. Dans cette famille, on peut se demander qui commande entre le père ou la fille. Nous avons aussi des électeurs plus âgés que leur mère, comme par exemple Amani Kwame Blaise, qui est né le 1er janvier 61 et sa maman est née le 30 décembre 65. Soit la CEI a inventé la maternité à rebours, soit elle ne vérifie rien du tout. Nous avons encore des électeurs du même âge que leur père, comme Yehoun Golo, qui est né le 1er janvier 97,
Et son papa est également né à la même date, de naissance précise. Un papa jumeau de son fils, quoi. Et ça ne choque pas la CEI. Nous avons encore des électeurs du même âge que leur mère. Par exemple, Yin Wati du Corté, né le 1er janvier 1960. Et sa mère est née le même jour, au même lieu. Mère et fils ont la même date, même année. Peut-être même ont-ils partagé la même classe pendant qu'on y est. Qui sait? Pendant ce temps-là, voilà ce que déclare fièrement la CEI. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un système électoral fiable. Ce n'est pas parce que nous sommes à la commission électorale indépendante qu'on le dit. Il y a bon nombre de pays qui s'inspirent de la Côte d'Ivoire. Ah bon? On nous copie? Qui ça? Je serais curieuse de savoir quel pays voudrait d'une telle liste électorale. Et est-ce que ces pays ont aussi vu que chez nous, les enfants naissent avant leurs parents? Ce que fait la CEI, ce n'est pas de la fierté, c'est du déni pur et simple. On ne peut pas produire une liste électorale pleine d'absurdités, de fraudes, de contradictions, et ensuite venir dire que tout va bien, à moins d'être de mauvaise foi. Quand on est au cœur du dysfonctionnement, on devrait avoir honte, et non pas fanfaronner avec des locutions latines bien loin des réalités de notre liste électorale. Continue. Vous pensiez qu'après les enfants plus vieux que leurs parents, on avait atteint le sommet de l'absurde? Vous vous trompez. Sur la liste électorale provisoire transmise par la CEI, on découvre encore une perle de plus. Des femmes âgées de 60 ans, de 70 ans, 90 ans, voire même plus de 100 ans, qui accouchent le plus naturellement du monde. Prenons quelques cas concrets. Gouré Justin Djaouri, qui est né le 31 décembre 83. Vous savez quel âge a eu sa maman? À quel âge sa maman l'a eu? Eh bien, d'après la CEI, sa maman est née le 1er janvier 1852. Ça veut dire qu'elle avait 131 ans quand elle l'a mis au monde. Oui, vous avez bien entendu, 131 ans. On a aussi le cas de Apo Géraldine Yavo, dont la maman avait 91 ans le jour de sa naissance. Là aussi, chapeau bas à la CEI pour cette prouesse médicale. Et ce n'est pas quelques cas isolés. Selon nos recherches, il y avait 23 084 électeurs, dont la mère avait plus de 60 ans au moment de leur naissance. 23 000. Alors soit la médecine ivoirienne est en avance de plusieurs siècles, soit, soyons francs, la CEI invente, bricole, laisse passer des absurdités grossières sans sourciller. Sur la liste électorale 2025, la biologie ne compte plus. Tu peux être une femme de 60, 80, même 100 ans et enfanter comme si de rien n'était. Et la CEI trouve ça normal. Résultat, on se retrouve avec une liste électorale qui défie la science, la logique et la crédibilité même de notre démocratie. Bravo la CEI. Les miracles de la CEI ne s'arrêtent jamais, faut bien le dire. Après les enfants plus vieux que leurs parents, après les mères de 60 ans, voici maintenant les super centenaires électeurs. Et attention, ce n'est pas une blague. Selon les chiffres officiels, la CEI a quasiment doublé le nombre de centenaires entre 2023 et 2025. Alors, petit rappel, en 2023, on comptait déjà 4844 électeurs âgés de 100 ans et plus. En 2025, ce chiffre est monté à plus de 8106 centenaires. C'est presque le double en 2 ans. Parmi eux, des personnes censées être nées en 1906, 1864, voire même 1862. Ça veut dire qu'en 2025, certains électeurs seraient âgés de 119 à 163 ans. Encore plus fort que les records mondiaux de longévité. Et qu'est-ce que dit la CEI pour justifier ça? Rien n'interdit à un centenaire de voter. C'est vrai, la loi n'interdit pas à une personne de 100 ans, voire plus, de voter. Mais ce n'est pas ça le problème. Qui peut croire qu'il y a des centenaires de 130 ans en Côte d'Ivoire? Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Et on parle quand même de plus de 8000 cas. D'ailleurs, sur son propre site, il n'est pas possible de vérifier sa présence sur la liste électorale provisoire si on est né avant 1920. C'est pas possible, on ne peut pas la vérifier sur le site de la CEI. C'est bien que la CEI elle-même estime que, au-delà de cette année, il est peu probable que l'on soit encore en vie. Si elle considère qu'il existe des centenaires nés avant 1920 et qui seraient encore en vie, pourquoi alors on ne leur permettrait pas de vérifier leur inscription sur la liste électorale? Pourquoi? Dans le même temps, elle ne procède à aucune vérification réelle, aucune information sollicitée dans les communes concernées. La vraie question en fait qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ces centenaires existent encore? Ou est-ce qu'on utilise leur nom pour faire voter à leur place? Parce que quand des personnes décédées depuis longtemps figurent toujours sur la liste électorale, ça devient une porte ouverte à la fraude. Utiliser une carte d'électeur d'un mort pour aller voter, c'est facile. Surtout quand la CEI ne fait rien pour empêcher ça. Alors, naïveté ou complicité de la CEI?
Soit la CEI est naïve au point de croire à une explosion miraculeuse de la longévité en Côte d'Ivoire, un pays où l'espérance de vie est quand même de 57 ans, d'accord? Soit elle ferme les yeux volontairement, laissant un système frauduleux s'installer. Dans les deux cas, c'est le peuple qui perd et c'est la démocratie qu'on enterre. Il y a encore sur la liste électorale des milliers de personnes décédées. Regardez un peu l'exemple de Feu Godjo Nyoulé Nestor. Voici son acte de décès. Et pourtant, il est encore sur la liste électorale. Vous avez également le cas de Feu Animel Akpa Pascal. Voici son acte de décès. Et lui aussi est encore sur la liste électorale. Ils sont morts parfois depuis très longtemps, mais ils sont toujours bien vivants sur la liste électorale. La CEI a fait ce que même les plus grands prophètes n'ont pas osé faire. Elle a ressuscité plus de monde que Dieu en personne. Le plus fou, c'est que la CEI ne conteste pas la présence de ces personnes décédées. Au contraire, elle l'assume avec une certaine fierté. Et sa réponse, ce n'est pas si grave. Les morts ne votent pas. Et puis, quand vous l'entendez dire ça, elle le dit avec vraiment, elle pense qu'elle a sorti une phrase très intelligente. Ah bon? Les morts ne votent pas? On avait besoin de la CEI pour savoir ça? Mais c'est justement parce qu'ils ne votent pas que leurs cartes peuvent être utilisées par des fraudeurs en toute tranquillité. Qui va les déranger? C'est le canal parfait pour voter frauduleusement, sans résistance et discrètement. Quand on demande à la CEI pourquoi ces morts sont toujours là, elle répond c'est aux familles de venir signaler le décès de leurs proches pendant la période du contentieux. Pardon? Donc c'est à la famille en deuil de payer son transport, de faire la queue à la CEI, de remplir un dossier pour faire le travail que la CEI est censée faire elle-même. Et pendant ce temps-là, la CEI, elle reçoit plus de 27 milliards de francs CFA pour procéder à la révision et à la mise à jour de la liste électorale. Mais elle demande aux citoyens lambda de faire son travail, de le faire à sa place. Ce pourquoi elle est pourtant payée gracieusement avec l'argent des Ivoiriens. C'est comme si un maçon que vous payez pour vous construire une maison vous demandait de venir poser vos propres briques parce qu'il est trop occupé à faire des déclarations dans les médias. Est-ce que c'est sérieux? Mais la loi, elle est claire. L'article 2 de la loi du 9 octobre 2001, que c'est la CEI qui est chargée de la révision de la liste électorale. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. L'article 4 de cette même loi précise qu'elle a le droit de solliciter toutes les informations utiles auprès des autorités administratives. Ce n'est ni vous ni moi à qui on donne ce droit. Donc elle peut et elle doit contacter les mairies, les hôpitaux, les services d'état civil pour obtenir la liste des décès. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. En résumé, nous avons des morts sur la liste électorale provisoire, une CEI qui ne les retire pas, des familles endeuillées qu'on accuse de ne pas faire le boulot à sa place et un processus électoral qu'on laisse ouvert aux pire manipulation. Voilà ce qui est reproché à la CEI. Qu'elle arrête de se victimiser en pleurnichant de plateau télé en plateau télé ou de conférence de presse à conférence de presse. Qu'elle utilise notre argent conformément à la mission qu'on lui a confiée. C'est tout ce qu'on lui demande. Nous allons aborder maintenant un autre scandale qui nous a été dénoncé. La fraude à la nationalité pour s'inscrire sur la liste électorale. Alors, disons-nous les choses franchement. En Côte d'Ivoire, la question de la nationalité a toujours été un sujet sensible, instrumentalisé, politisé, étouffé. Pendant des années, dès qu'on osait parler de fraude à la nationalité, on était accusé de xénophobie, de tribalisme ou de vouloir exclure. Résultat, on a bloqué tout débat sérieux sur un vrai problème. Le manque de fiabilité de notre état civil et l'existence de faux Ivoiriens sur la liste électorale. Aujourd'hui encore, des jeunes Ivoiriens fuient la misère en tentant de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Et pendant ce temps, des personnes étrangères, parfois sans aucun lien avec la Côte d'Ivoire, se retrouvent en possession de pièces d'identité ivoiriennes et sont inscrites sur la liste électorale. Et là, comble du cynisme, ceux qui criaient à la xénophobie hier, lorsqu'on parlait de fraude, sont les premiers aujourd'hui à douter de la nationalité des migrants ivoiriens qui fuient leur gestion. Aujourd'hui, ce que nous avons découvert est quand même gravissime. Il y a un réseau à falsifier des décrets de naturalisation. Un réseau prend des décrets publiés au journal officiel qu'il falsifie pour y intégrer des personnes qui n'étaient pas concernées par ce décret. Vous avez par exemple le décret du 26 septembre 1995 qui concernait certains Burkinabés naturalisés ivoiriens et qui a été modifié pour y rajouter frauduleusement des noms. C'est ainsi qu'on retrouve Kouraogo Abdulrahman, non concerné par le décret d'origine, mais inscrit comme ivoirien sur la liste électorale. Cette personne étant en réalité un ressortissant burkinabé, comme l'atteste sa demande de carte consulaire. On a un autre exemple de falsification, le cas de Traoré Sina, qui a aussi été ajouté illégalement sur un décret falsifié. Ces personnes ont donc acquis la nationalité ivoirienne
sur la base de faux documents. Selon nos informations, il s'agit d'un réseau d'envergure qui a falsifié les décrets de naturalisation pour l'établissement de pièces d'identité ivoiriennes frauduleuses. Ces manipulations ont permis l'obtention de pièces d'identité ivoiriennes, l'inscription sur la liste électorale de personnes qui n'y ont strictement pas droit. Cela n'aurait pas été possible s'il y avait eu un croisement systématique entre la liste électorale et les actes d'état civil. Mais il n'y a aucun lien automatisé avec les bases de données de l'ONESI, ni des mairies, ni des services consulaires. Et cela a des conséquences graves. Des milliers, peut-être même des millions de personnes figurent sur la liste sans y avoir droit. Morts, fraudeurs, étrangers, usurpateurs, etc. On a dénoncé tout ça durant le précédent contentieux en 2023. On a démontré à la CEI que son fichier ne respectait pas l'article 7 du Code électoral. On a encore remis à la CEI la liste de toutes les personnes qui avaient usurpé l'identité d'un électeur. Mais rien. Elle laisse tout ça et publie la liste électorale 2025 avec les mêmes irrégularités et cas de fraude. Et comme une chanson, la CEI répète à qui veut l'entendre: le contentieux va commencer, vous pourrez dénoncer tout ça. Sauf que ce fameux contentieux ne dure que 15 jours. Et on parle de plus de 6 millions d'anomalies. C'est impossible à dénoncer en 15 jours. Et la CEI, elle le sait bien. Et attention, même si vous signalez une fraude, la CEI vous demande d'apporter vous-même toutes les pièces justificatives, même celles que seule l'administration détient et que vous ne pourrez jamais vous procurer. Pire encore, on vous intimide. La CEI va jusqu'à intimider à demi-mot ceux qui veulent faire des réclamations. Écoutez ce qu'elle a dit. À toute fin utile, il me faut préciser que les réclamations faites devant la commission doivent être motivées et appuyées par des pièces justificatives pour ne pas qu'elles s'apparentent à une dénonciation calomnieuse, source d'infraction pouvant justifier une poursuite pénale. Quand vous dites « M. Tantampion ne mérite pas d'être sur la liste électorale », vous devez rapporter la preuve de ce que ce M. Tantampion ne mérite pas effectivement. Mais si vous ne le faites pas, M. Tantampion, tout comme la commission électorale indépendante, est en droit de saisir les juridictions pour vous poursuivre pour une dénonciation calomnieuse, infraction à la loi pénale. Autrement dit, si vous dénoncez un fraudeur sans avoir accès à ses papiers, c'est vous qu'on menace. Mais si quelqu'un usurpe une identité ou utilise un faux décret, la CEI ne dit rien. On récapitule. La CEI ne croise pas les données, elle ne vérifie pas les faux papiers, elle n'alerte pas la justice sur les fraudes, ou du moins elle ne le fait pas toujours, mais elle vous intimide à demi-mot si vous envisagez de solliciter la radiation de personnes qui n'ont rien à faire sur la liste électorale. C'est comme si un policier vous disait « Si vous déclarez une agression sans preuve, je vous poursuis, mais je ne vais pas enquêter pour autant si vous déposez plainte. » Cette attitude est inacceptable. Au mieux, la CEI est incompétente et paresseuse, trop occupée à gérer ses milliards de budget. Au pire, elle est complice d'un système qui vole la souveraineté du peuple. Et ce n'est pas fini. Sur la liste électorale, 36 886 électeurs ont pour père et pour mère la même personne. Oui, vous avez bien entendu. Même nom, même prénom, même date et lieu de naissance pour le père et la mère. C'est le cas par exemple de M. Bamba Lassina. Selon la CEI, le père de cet électeur s'appelle Bamba Soumaïla, né le 19 avril 1965. Et sa mère, eh bien, elle s'appelle aussi Bamba Soumaïla. Et elle est née le 19 avril 1965. C'est aussi le cas d'Aminata Dina Cissé. Son père et sa mère sont aussi une seule et même personne dénommée Cissé Brahima, née le 1er janvier 1963. Est-ce que c'est sérieux? Regardez aussi le cas de Madame Edwige Loukou. Selon la CEI, le père de cette électrice s'appelle Nguessan Béatrice Kouadio, née le 1er janvier 1963. Et sa mère s'appelle aussi Nguessan Béatrice Kouadio. Et elle aussi née le 1er janvier 1963. Avec la CEI, on découvre une nouvelle catégorie de parents, les parents tout en un. Le papa et la maman sont une seule et même personne. Biologiquement impossible, mais administrativement validé par la CEI. Bravo la CEI. Et évidemment, les mères qui ont mis au monde des centaines, voire des milliers d'électeurs, on retrouve encore ces cas sur la liste électorale. Pareil pour les pères qui auraient mis au monde des centaines, voire des milliers d'électeurs. Nous n'allons même pas nous attarder sur la présence trop nombreuse des personnes qui sont sur la liste électorale en ayant comme nom de famille carte nationale d'identité, ou encore comme nom de famille carte muette. Est-ce qu'on doit évoquer les électeurs qui ont comme nom de famille certificat de nationalité? Bref, comme la précédente liste, la liste électorale provisoire de 2025 n'est ni fait ni à faire.
Pour paraphraser le président Laurent Gbagbo, la liste électorale 2025, c'est un digba n'importe quoi. Une telle liste n'est pas une erreur. C'est soit une incompétence assumée, soit une fraude organisée. Dans les deux cas, c'est grave. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas un film. C'est la triste réalité de notre liste électorale. Pas moins de 6 millions d'irrégularités. Des électeurs qui prétendent ignorer l'identité de leurs parents. Des électeurs dont le lieu de naissance des parents figurant sur la liste électorale est différent de ce qui figure sur leur acte de naissance. Des électeurs décédés. Des électeurs plus âgés que leurs parents. Ou encore des électeurs qui ont le même âge que leurs parents. Des électeurs qui auraient plus de 160 ans. Des électeurs ayant falsifié le décret de naturalisation publié au journal officiel pour obtenir frauduleusement la nationalité ivoirienne et s'inscrire sur la liste électorale. Des électeurs dont le père et la mère sont une seule et même personne. Des milliers d'électeurs qui partagent les mêmes parents. Des électeurs qui ont comme nom de famille, carte d'identité, certificat de nationalité ou encore carte muette. Des milliers d'électeurs qui n'ont pas de date de naissance. Bref, il y a du tout et du n'importe quoi sur cette liste électorale. C'est d'ailleurs pour cela que nous sollicitions l'audit de la liste électorale. C'était pas pour embêter quelqu'un. Bien des pays l'ont d'ailleurs fait et ont été félicités pour ça. L'exemple le plus récent est celui du Bénin. Le refus catégorique de la CEI de procéder à l'audit de la liste électorale ne fait que renforcer la méfiance légitime que l'on peut avoir vis-à-vis de cet organe, qui ne rassure personne, excepté le pouvoir en place. On se demande vraiment à quoi ont vraiment servi les 27 milliards de francs CFA, si c'était pour présenter une telle liste électorale aux Ivoiriens. Présenter une telle liste électorale aux Ivoiriens, truffée d'absurdité, est une insulte adressée au peuple de Côte d'Ivoire. Mais ne vous y trompez pas, le but de cette vidéo n'est pas de vous décourager. Au contraire, si nous dénonçons ces fraudes, ces irrégularités, ces manipulations, c'est pour mieux les combattre. Ne laissons pas ces anomalies nous voler l'élection présidentielle de 2025. Vérifiez votre nom sur la liste électorale.